Voyage au bout de soi. On est le mardi 24 septembre et c'est une journée de mobilisation et de marche pour des gens qui tentent de défendre leurs acquis. Je n'y suis pas allé parce que ça révèle encore une fois le statut de solitaire qui est le mien, et ça révèle ça. C'est pas que ça révèle, ça fait éclater un peu la bulle dans laquelle je vis. Je ne veux plus être seul au milieu de la foule. Et voilà donc voyage au bout de soi. Première parole sonore de la journée, un moyen pour tenter d'exister par la parole. Et parce que autour de soi, il y a des paroles. Il y a de la parole dans l'image, il y a de la parole dans la vie normale, non filmée. Ce qui fait que on a envie, j'ai envie, moi aussi, d'entendre, de faire entendre ma voix, quitte à ce que cela soit sans intérêt ou sans objet, mais le fait est que ma voix soit audible pendant un certain temps. Il est possible que nos actes puissent être catalogués dans un registre ou dans un autre. Ceci rentre dans la case désordre psycho-affectif, psycho quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un qui possède un outillage conceptuel et qui va l'utiliser pour désigner un statut, pour octroyer un statut ou une identité psychique à une personne, identité ou une autre à une personne. Il est possible, il est bien évident que je rentre dans une case qu'on peut me cataloguer. Je n'ai pas lu comment on appelle déjà celui qui était catalogué comme fou, dont je viens d'oublier le nom, Artaud. Voilà, il est possible de faire de sa folie ou de son statut, de son identité un peu, j'allais dire un peu à part, en faire quelque chose. Il est possible de l'utiliser pour produire une parole qui puisse avoir de l'intérêt pour l'autre. Une parole, bien sûr, je ne sais pas si on peut faire hiérarchiser entre les paroles. Je ne pense pas qu'il soit judicieux ou juste dire qu'une parole est plus intéressante qu'une autre. Le cri de douleur ou le cri de, je ne sais pas, d'angoisse d'Artaud n'a pas plus de valeur qu'un autre. La seule différence, c'est que peut-être Artaud a mis son angoisse ou sa désespérance ou sa situation, il l'a mise en mots. Évidemment, en mots et en ligne, évidemment, cela permet à plusieurs personnes d'en prendre conscience, tandis que les autres gens se contentent de garder
ce qu'ils éprouvent à l'intérieur d'eux-mêmes. On essaie toujours d'avoir, malgré tout, malgré l'ordinarité du discours, d'avoir une sorte de faire cela de façon, j'allais dire, intéressante, pour que l'auditeur possible puisse continuer à entendre, à suivre. Il faut lui donner quelque chose. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est jamais évident. Alors l'idée voyage au bout de soi. En cet instant, je voulais parler de mon rapport, de continuer de parler de mon rapport à mon corps. Évidemment, la vie, souvent, soit on applique pour juger de la vie, on applique ce qui est déjà disponible, soit on applique ses propres appréciations, jugements, tout ça, on les applique au fur et à mesure. Mais on découvre des éléments dont on ne tenait pas compte auparavant. Ainsi, un corps, et en même temps, on est, d'une certaine façon, on est désarçonné, on est désespéré, en même temps, on est content. On a réalisé quelque chose. On commence un peu à éprouver ce qu'ont pu éprouver d'autres personnes qui nous sont proches ou pas, mais qui sont arrivées à l'âge où nous sommes actuellement, et dire moi aussi, je peux commencer à parler d'un âge du corps, appelé la vieillesse ou la pré-vieillesse, ou peu importe, un âge particulier dont j'ai entendu parler. Mais pas de façon très concrète. Voilà, j'éprouve le concret de la déchéance du corps. En tout cas, le mot déchéance est un peu fort, est un peu prématuré, mais quelque chose qui arrive au corps, mais qui peut arriver beaucoup plus tôt. Mais dans mon cas, moi, ça arrive maintenant que le corps commence un peu à faire entendre un peu sa plainte. Après les plaintes, les nombreuses années de plaintes morales, psychiques et autres, si maintenant qu'arrive le temps de la plainte physique. Celle-là, elle est... ce n'est pas de l'exercice d'une singularité, c'est quelque chose qui vous échappe. Vous pouvez un peu jouer les personnes un peu nihilistes, un peu désabusées, un peu tristes, un peu désespérées. Vous pouvez jouer ça et même surjouer, mais pour ce qui est de la douleur physique, c'est quelque chose qui se passe hors de votre contrôle. Vous ne pouvez rien y faire, ça se passe en vous, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez que la constater, constater cela et en être un peu le spectateur. Ce n'est pas de la douleur. La douleur, c'est peut-être quelque chose qu'on peut peut-être identifier. Là, il s'agit de quelque chose qui n'est pas identifiable précisément. Et c'est quelque chose dans le dos, un dos douloureux, un dos inconfortable, malgré les nombreux comprimés pris.
cette douleur-là, cet inconfort-là, qui vous laisse la possibilité de vous activer, mais qui rend vos moments, qui les rend... vous ne savez pas comment vous tenir. Et je ne sais pas, c'est... Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez même apprécier un divertissement, vous pouvez lire, mais l'inconfort est toujours là. Il ne disparaît pas. Il peut augmenter d'intensité, mais vous le faites baisser, vous essayez de le faire partir, vous ne faites que le faire baisser. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Mais un inconfort est peut-être l'annonciateur d'un confort encore plus important. À venir, une série d'inconforts. Voilà ce que c'est que la chose que vous expérimentez. C'est l'inconfort dans le corps. C'est le début d'un processus de perte de quelque chose qui va en s'accélérant, bien entendu. C'est comme ça qu'on voit les choses. On voit pas. On a appris à penser que ces choses-là sont cumulatives, s'enchaînent ou sont les unes dans les autres. C'est un processus qui finit par un peu vous donner envie de ne plus vivre, tout simplement. Parce que vivre, c'est ressentir. Et un peu, vous n'avez plus que le désir de cesser de ressentir. Il y a quelque chose dans cet état, dans cette sensation que vous ne pourriez pas expliquer à l'autre. Pour moi, il n'y a personne, mais imaginons qu'il y ait quelqu'un en face à qui on voudrait un peu expliquer notre situation. On n'y arriverait pas. Parce que c'est une situation, et il n'y a pas beaucoup de mots pour ça. Je ne me sens pas bien. Et cela est trop général, est trop imprécis. L'inconfort se déplace. C'est de ce côté, puis d'un autre coup, c'est de ce côté. Alors, je pourrais quoi? Je pourrais demander, est-ce qu'on me masse? Oui, je suis tendu. Je pourrais dire, oui, mon corps est tendu, alors si on me massait, peut-être que ça partirait. En fait, il n'y a pas d'explication. Sans parler de l'hypothèse dont on ne veut pas parler, l'hypothèse que cela soit le symptôme de quelque chose, évidemment, de plus grave et de plus inquiétant. Mais je voulais parler parce que c'est de cette chose-là, parce qu'il y a quelque chose que je suis sur le point de faire. Je me dis, évidemment, suivant l'intensité de l'inconfort, je vais passer à quelque chose de plus actif. Je vais laisser tomber les cachets de Doliprane et autres, et je vais passer au tramadol. Est-ce que c'est le tramadol ou un autre? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai quelque chose chez moi qu'on m'a passé et qui a rien que le nom. Alors, je ne sais pas si je ne veux pas vérifier. Si je me suis trompé du nom, c'est pas un problème. En tout cas, le nom de ce principe actif ou de ce truc était
était suffisamment signifiant, suffisamment informatif, suffisamment informant pour que quelque part il y a les calmants classiques ne conduisent pas à une perte de contrôle de soi. Quand on bascule sur des principes actifs autres, dérivés opiacés et autres, à ce moment-là, il y a le risque de basculer dans un autre monde. Dans un autre monde. Et c'est toujours le moment à la question à laquelle on n'a pas de réponse. Est-ce que le sentiment d'inconfort pourrait justifier l'usage de quelque chose de potentiellement dangereux? Et alors, cela, évidemment, la question va rester sans réponse pour l'instant, mais la question annonce une question, quelque chose. Ce n'est que le présage, le mauvais présage, l'annonciation de quelque chose. Ce n'est pas l'annonciation, comment dire, biblique, c'est pas l'annonce de quelque chose de bien, c'est plutôt l'annonciation, la mauvaise annonciation, la terrible annonciation. Quelque chose vous annonce, c'est pas Dieu, c'est pas un ange, c'est quelque chose qui vous annonce que vous allez rentrer dans un cycle de votre vie qui va être un cycle, je ne sais pas, le Christ, selon la légende, est mort à 33 ans. Mort à 33 ans, va tuer à 33 ans, c'est un âge dans lequel, peut-être pour l'époque, c'était déjà un âge assez avancé, mais en tout cas, on peut parler de la douleur quand on est encore jeune, mais c'est toujours un peu une douleur un peu abstraite. C'est oui, on mélange un peu entre les douleurs psychiques et la douleur physique. Il y a tout un tas. Mais quand on approche, quand on dépasse, on approche les 60, quand on dépasse les 60, à ce moment-là, c'est une douleur, la vraie douleur. Encore que, elle est progressive. C'est en cela qu'elle est comme le diable, je ne sais pas, comme qui vous tenterait, mais de façon progressive. Il vous donnerait, par exemple, 10 euros aujourd'hui, puis le lendemain, c'est 100 euros, petit à petit. Plus vous recevez, plus évidemment le processus pourriez, je ne sais pas, ne pas être tenté si la somme était toujours la même ou si elle restait assez modeste. Mais plus vous êtes gratifié, plus vous espérez, plus vous avancez, vous continuez à avancer. Alors que normalement, voilà. Je ne sais pas, vous tombez sur un trésor, vous sortez la première pièce, deuxième pièce, vous mettez la main sans bois, vous mettez votre bras, et puis finalement, au bout d'un moment, vous tombez sur le gardien. Vous arrivez à réveiller le gardien du trésor, et c'est un serpent. Et c'est quelque chose qui va vous piquer, et qui va... et donc, cette progressivité dans la douleur. Aujourd'hui, j'ai accès à l'échelle 1 de la douleur. Si, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Peut-être que la métaphore n'était pas bonne, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé la métaphore de la tentation. En tout cas, l'idée, la progressivité dans la chose, alors c'est l'inverse, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette métaphore, j'ai oublié pourquoi. En tout cas, la chose, c'est que là, il ne s'agit pas de diable, il s'agit de soi. Dans le rapport qu'on a à notre corps, on sait que notre corps, il nous est étranger, sur plein de plans. Nous l'avons, nous le supportons,
nous, quelquefois, nous en plaignons, pourquoi ai-je ce corps-là, pourquoi est-il comme ça ou comme ça. Mais c'est notre corps, c'est pas, malgré tout, ce qui nous arrive, ce qui arrive à ce corps, il n'est né ni le fait d'une force maléfique ou d'une force bénéfique. Ce qui lui arrive, c'est un mélange de choses, voilà. Qu'est-ce qui est responsable de ceci ou de cela? Impossible de trouver une réponse comme ça, globale et satisfaisante. On peut avoir plein de, comme ça, de débuts d'explications. Alors c'est quoi? C'est l'entropie, si c'est l'horloge un peu génétique ou l'horloge temporelle, je ne sais pas comment, la chronologie du corps, le fait que le corps est destiné à périr, parce que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est une machine, et une machine a une durée de vie, parce que au bout d'un certain nombre, d'un certain temps de fonctionnement, ben, les défaillances apparaissent. Voilà. Donc le corps en tant que mécanique, il est défaillant en tant que résultat de fonctionnement de cette mécanique. Ah, évidemment, je reviens sur le corps-machine, etc. Je ne sais pas qui l'a dit, Montaigne ou Descartes, je ne sais plus, mais en tout cas, je n'ai ni Descartes ni Montaigne, et je m'en fiche. Mais en tout cas, le corps, je peux récupérer cette idée du corps-machine. C'est rien de plus. C'est une machine et qui fonctionne un peu en dehors de nous. Ça, elle fonctionne pour elle-même. Et c'est pour ça que je suis encore en vie, parce que c'est le corps-machine qui est là. Et aujourd'hui, depuis 2 jours, aujourd'hui c'est le 3e jour, il a décidé, il subit des sortes de ratés. Voilà. Donc je suis obligé de le supporter, de tenter de lui venir en aide, mais tenter d'évacuer cet inconfort, mais qu'est-ce que je peux faire? Fondamentalement, si je n'ai aucune capacité d'influer sur le corps-machine par mon esprit, je ne peux pas dire, tiens, la douleur, je ne la ressens pas, parce que pour moi, ce n'est qu'une illusion et je suis plus fort que la douleur. Simplement, je ne sais pas ce que je voulais dire. C'est bizarre, j'oublie la chose à l'instant même où j'y pense. Encore un exemple vivant de ce qu'est un peu la désintégration, le processus de désintégration de ce corps. Quand la mémoire commence à défaillir, quand elle commence à ne plus à perdre de son pouvoir, quand la mémoire courte est mise en échec, etc., etc. C'est comme ça. En tout cas, la douleur, quand je disais que j'expérimente moi aussi, ou j'atteins moi aussi le seuil qu'ont atteint d'autres bien avant moi, et que ce seuil qui va me permettre de les comprendre un peu mieux et de m'en sentir un peu proche. En tout cas, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire. Un peu ce voyage, le voyage au bout de soi, qui est qui peut-être, non pas le couronnement, mais
on cherche toujours une sorte de rédemption. La rédemption de notre vivant. Ça, on sait qu'on ne l'atteindra pas parce qu'on l'attend depuis longtemps. La rédemption. Et la rémission de nos péchés. En tout cas, pour moi, la rémission de mes péchés. Mes péchés sont quelque part capitaux. Ils n'ont pas véniels, c'est des péchés capitaux et je ne peux pas les évacuer. La chose un peu paradoxale, c'est que j'arrive à vivre malgré ce sentiment d'avoir été un grand pécheur. Car je ne sais pas si je continue de pécher capitalement ou si j'ai arrêté et que quelque part... La chose qui peut être, là encore, paradoxale dans ce sentiment, c'est que quelquefois, et donc parmi un peu les péchés capitaux qu'on peut commettre, c'est le péché d'orgueil. C'est de croire que les choses un peu sont centrées autour de soi et que s'il s'est produit quelque chose de malheureux, c'est qu'on en est directement responsable. C'est cela une erreur qui est une erreur d'appréciation, de jugement, de son propre poids, sa propre valeur. On se croit un pouvoir plus fort que ce qu'on a en réalité. Non. C'est vrai que j'ai déçu. Bien sûr, j'ai déçu. Horriblement. Lourdement. Mais je suis pas. J'ai pas en cela, comment dire, j'ai peut-être participé à une sorte de non-confort psychique d'une personne qui m'était proche. C'est tout. Mais je ne peux pas dire que je suis le seul responsable de ce qui lui est arrivé parce que donc finalement on demande pas, finalement on demande on ne sait pas en fait ce qu'on voudrait avoir. Il y a car parmi ce qui nous est offert, les opportunités qui nous sont données, on ne trouve pas ce qui pourrait nous satisfaire. Il y a comme une sorte de défaut fondationnel en nous, en moi en tout cas. Une sorte. Je ne trouve pas comment exister. Comment faire pour m'intégrer dans le processus de vie. On n'a pas tous tué nos mères, mais d'une certaine façon, si nous sommes là, c'est parce qu'on a tué nos géniteurs. J'ai été là, et le temps que j'ouvre les yeux, déjà, mes grands-parents mon grand-père et moi étaient en train de partir.
On a quelque chose, on n'a pas le temps d'en jouir et déjà, elle n'est plus là. C'est ce processus d'arrachement qui semble n'avoir aucun sens. Tu m'offres quelque chose et tu me l'enlèves dans le même geste. Qu'est-ce que je dois en conclure? Après, je dois vivre avec cette impression de manquer de quelque chose, d'avoir été privé d'une partie de moi. Voilà un peu la chose qui peut... Énormément de questions, énormément de choses qui tournent comme ça, non pas en boucle, parce que ce n'est pas vrai. C'est les mots qui éveillent d'autres mots. Quelquefois, dans notre tête, c'est très peu de mots qui vont et viennent. Tandis que quand on commence à parler, la parole éveille ou fait revenir d'autres mots. C'est le processus, le miracle de la parole. Le silence n'apprend jamais rien. Le silence, quand on ne parle pas, quand on ne formule pas, on est prisonnier. On est, j'allais dire, forclus, sans savoir ce que ça veut dire exactement, mais forclusion, je m'en fiche, j'ai envie de l'utiliser, ce terme, c'est pas tout à fait déplacé, mais bon. Et quelque part, la parole, c'est comme un peu la chose qui fait circuler circuler la vie dans l'air qui aère un peu l'intérieur de soi. Parler, c'est le silence. Il arrive très vite à ses limites. On n'a pas d'éclairance, on n'a pas le jaillissement d'une sorte de conscience ou d'une révélation à quelque chose. Il n'y a pas de révélation dans le silence. Il n'y a qu'une sorte de concentration creuse sur une chose qui n'a pas trop de corps. C'est comme un mouvement qui se répète à l'infini. Je viens frapper contre une porte qui ne s'ouvre pas, et je reviens et je refrappe à l'infini. Voilà. Mais sans pouvoir ouvrir la porte et voir ce qu'il y a au-delà de cette porte. Voilà le silence. C'est le mutisme, c'est mieux, il n'y a rien. Tandis que les mots ont besoin d'être dits, d'être formulés à haute voix, pour pouvoir s'activer, pour pouvoir se mélanger à d'autres mots, pour pouvoir engendrer quelque chose. Cette activité ou cette action de l'engendrement ne se fait que par la parole. Jamais, si j'étais resté silencieux, jamais j'aurais formulé l'action d'engendrement, etc. Puis il y a cette chose, j'ai entendu des mots, et ces mots reviennent sur ma bouche, sur ma langue, quand je commence à parler. Je me retrouve un peu en train de
en train de répéter, en train d'utiliser à mon tour une formule ou une association de mots, d'idées que j'ai entendues par ailleurs. Que j'ai entendu ailleurs, que j'ai entendu quelque part. Voyage au bout de soi. Il semble dans cette... aujourd'hui j'ai mis le réveil, enfin, il ne réveille rien, mais quand on vit hors du temps, la question se pose pourquoi avoir besoin de savoir quelle heure il est? Pourquoi essayer de garder le lien avec le temps physique ou le temps social? Je pourrais dire que je vis dans une sorte d'isolat hors du temps. Et pourtant, il y a comme ces gens qui descendaient dans les profondeurs de la Terre, qui perdaient la notion du temps physique et social. Et là, moi je suis dans mon isolement, et pourtant, dans mon isolat, et pourtant, je tiens à garder. Je garde la notion du temps, la notion du temps soumis à la segmentation humaine, et puis le temps naturel, le temps, j'allais dire, libre, le temps des saisons. Je sais, voilà, que l'automne est là et que la durée du jour s'est réduite depuis quelque temps, qu'elle se réduit de plus en plus vite, et que cela indique, j'ai cette chrono ou cette biochronologie ou je sais pas quoi, cette conscience. Oui, évidemment, c'est pas tellement extraordinaire, mais du retournement, du changement, un changement cyclique, un changement évidemment qui était attendu, et normal, qui se répète, mais qui fait un peu loi, qui fait normal, qui fait la normalité, la norme. Voilà, donc c'est intéressant ce terme de norme, normatif, normalité, tout ce qu'on veut. C'est comme cette histoire, cette personne qui a voulu, quand même, en parlant de la roue, la route. Je sais pas, évidemment, apparemment, il a fait un lien entre les deux mots. La route, le mot route vient de roue. C'est possible, hein, ça paraît. Quoique, vous pouvez avoir des routes, enfin des chemins. Alors, voilà, quelque part, il y a le chemin. Le chemin n'est pas la route. La route est... On découvre comme rapport avec les mots, la norme, donc le mot, la normativité, la chose qui fait norme, qui fait norme, qui normalise. Donc le temps, et ce qui est extraordinaire, c'est souvent, évidemment, peut y avoir plusieurs façons de compter le temps, de calculer ou de prendre compte du temps. Il y a une façon assez basique, c'est-à-dire c'est les mêmes chiffres. On utilise les mêmes chiffres pour, comment dire, pour ce qui est de ce type de réveil, c'est juste quelque chose, petite chose qu'on fait, soit on ajoute, soit on retranche.
Et ça fait toute la différence. C'est un petit signe qui soit se rajoute, soit s'enlève, et voilà, au lieu du 5, vous avez un 6. Simplement, vous pouvez avoir un 9, vous pouvez avoir un 8. Et c'est toute la différence. Et donc, 15h20, c'est pas 16h20. C'est entre les deux, il y a un temps qui est passé. Ce temps-là est toujours la question, à quoi a-t-il été consacré? Ou comme il n'est pas encore survenu, à quoi je pourrais le consacrer? Comment je pourrais l'utiliser pour obtenir satisfaction? J'ai du temps. À moi, je peux en faire usage, mais quel usage? Je suis dans une situation de liberté, et pourtant cette liberté ne me permet pas, cette liberté reste sans affectation. Je peux l'utiliser à rien. J'ai des projets. Ces projets restent mornés. Écrire. Imaginer un monde. Mettre en place des situations, des gens. Les faire interagir. J'ai cela. Mais je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que toutes les explications ne m'ont pas satisfait. Donc, soit je suis totalement incapable de le faire, et ça je le sais au fond de moi, soit c'est autre chose. Soit j'ai été maudit, comme pourraient dire certains, j'ai été maudit. Et cette malédiction m'empêche d'entreprendre la moindre des choses. Me maintient dans une sorte de fixité. Fixité dans une sorte d'immobilisme, me paralyse. Je me sens, voilà, comme paralysé. Et voilà, miracle, puisque miracle. Voilà comme mon corps, c'est comme quelque part cette chose qu'on entend. J'entendais un peu mon corps, puis cette lancinante musique du corps ou voix du corps s'est arrêtée. Je n'ose le croire. Je ne vais pas avoir besoin de prendre, pour l'instant, en tout cas, le comprimé tant redouté. Je ne mettrai pas le pied dans cette situation si périlleuse. Donc pour l'instant, je vais rester éloigné du... Je vais vérifier le nom. Oui, quand même. Comme ça, je parlerai en connaissance de cause. Et c'est bien le tramadol. Je vais rester un peu hors de portée du tramadol. J'ai envie de pousser une grande... de faire une profonde respiration, plutôt un grand... quelque chose pour exprimer mon soulagement. Seulement je doute, je suis encore dans le doute. Je me dis peut-être, c'est une ruse. C'est que mon corps ruse avec moi. Que là il m'accorde un petit moment de répit que peut-être, juste après,
il va se rappeler. À moi, il va de nouveau s'en prendre à moi. D'une certaine façon, il y a un divorce entre moi et mon corps. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce que ce corps m'accorde ou me refuse. Voilà, donc cette la chronologie, qu'on peut aussi appeler temporalité, pour faire savant, les temporalités subjectives, les temporalités non subjectives, simplement, simplement, il y a toujours un désir multiforme de comprendre, de maîtriser, de dominer, d'avoir son mot à dire sur les choses, sur les choses. Être un peu son propre Dieu. Je décide. Je veux être malheureux, c'est moi qui le décide. Je veux pas l'être, c'est moi qui le décide, rien d'autre. Oui, voilà, être son propre Deus ex machina. Donc quelque part, seulement, ça reste un peu dans le domaine du désir insatisfait. On peut éprouver ce désir-là, ça ne veut pas dire qu'il est une quelconque possibilité de se concrétiser. Comme pour des tas de désirs, ça reste à l'état d'ébauche. Voilà donc la temporalité. Un peu fasciné tout de même, un peu fasciné par cette chose qui ne s'arrête jamais, ce comptage qui semble sans fin. Qu'est-ce que ça compte? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça signifie? J'avance, mais j'avance vers où? Vers quoi? Aujourd'hui, on est le 24, demain, on est le 25. Normalement, le 24, le 25 ne devrait pas ressembler au 24. S'il devait ressembler au 24, ce serait assez, comment dire, assez fâcheux, vu que je ne suis pas satisfait de ce que je vis aujourd'hui. Sauf que, quelque part, il est possible que mon inconfort physique s'atténue. Il est possible qu'il s'arrête, qu'il disparaisse pour l'instant, ce que j'espère le plus. Mais après, il y a, comment dire, comme l'envie de recevoir un grand coup au cul de quelque chose. Dieu, donnez-moi un grand coup de pied au cul. Mais ça ne marche pas. Dieu n'existe pas. Et s'il existait, il n'a pas de pied. Dieu, imaginons. Dieu qui donnerait un coup de pied, je serais totalement désintégré, évidemment. Et c'est pas... Se relancer, il n'est plus possible d'imaginer quelconque événement qui ressemblerait à cela, se relancer. Après avoir un peu perdu foi en toute chose, comment se relancer? Comment reprendre un peu
pied dans les choses, comment se réinscrire dans ce paysage qui se déroule et qui est hors de soi. Je suis hors du paysage, je suis hors de la toile. Comment je peux rejoindre la toile? Comment je peux de nouveau faire partie de l'ordinaire de la vie? Bon, simplement, en tout cas, je suis arrivé à bout de ce que j'avais à dire. C'était une tentative, encore une fois, une tentative. Pardonnez-moi si quelque part ça vous semble totalement inutile. Là, la question de ce qui est utile et ce qui est inutile se pose. Les deux catégories ne peuvent pas exister l'une sans l'autre, évidemment. Tout ce qui est utile peut se révéler inutile, parce que il peut se transformer. Il y a toujours le risque que les choses qui étaient dans une situation basculent dans une autre. Je prendrai ça simplement sur la base de ce qui peut arriver à l'huile d'olive. Vous avez de l'huile d'olive, vous la conservez. Vous la conservez parce que, je ne sais pas, vous pensez que c'est important. Donc vous ne la consommez pas de façon accélérée, vous la conservez, vous la consommez normalement. Mais cette huile d'olive peut devenir, comme ça, rance. Elle devient, j'allais dire, impropre à la consommation. Non. Pour certaines personnes, ce qui est rance a une qualité, comme le beurre rance, mais l'huile d'olive rance, qui est encore plus difficile à consommer que le beurre rance, parce qu'elle est vraiment très spéciale. Et pour d'autres, elle est consommable. Donc ce qui est utile, ou ce qui devient inutile, ce qui devient impropre, finalement, il peut être encore propre. Ce qu'on peut considérer comme inutile, mon action, mon œuvre est inutile. Mais elle l'est sûrement. Elle peut l'être. Tout dépend de comment on veut l'entreprendre. La parole d'un être ne peut ne pas avoir de valeur, parce que elle ne peut avoir d'intérêt que pour lui-même. Oui. Seulement si on suit ce type de raisonnement, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne dit rien, on se tait. Mais moi, je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me réduire au silence. Je fais quelque chose pour rester hors, un peu garder la tête hors de l'eau. Simplement pour ne pas me noyer totalement dans le silence. Et dans le non-être et le non... comment dire, je veux garder un rapport au monde à travers les mots, au travers des mots. Simplement maintenir le contact avec le